Lors d'un voyage en famille, qu'il soit d'une semaine ou de plusieurs mois, tout peut arriver. Un enfant qui fait une mauvaise chute en pratiquant un nouveau sport, qui déclenche une otite carabinée à moins de 24 heures du retour en avion, ou encore qui se fait mordre par une grosse bébête pas hyper carrée sur l'hygiène. Oui, vous êtes bien dans un épisode de Galère ton voyage, et tout ça, vous vous en passeriez bien. Mais quand ça arrive, surtout si c'est un de vos enfants qui est concerné, la suite sera plus ou moins facile à gérer. Pour éviter un deuxième effet qui se coule, entre gestion de médecin dans une autre langue et frais astronomiques qui se profilent, une seule solution, avoir souscrit une assurance voyage. C'est pour ça que je voulais vous parler d'AVI International, le courtier d'assurance spécialisé dans l'assurance voyage et l'assistance rapatriement depuis 40 ans. Oui, 40 ans que AVI met tout en œuvre pour assister des centaines de milliers de voyageurs et 30 qu'ils ont un partenariat avec le guide du retard. Se dire s'ils en ont vu passer des bobos de voyageurs aux quatre coins du monde. Pour souscrire, c'est hyper simple. L'inscription se fait en ligne, on peut prolonger ou modifier ses dates de voyage soi-même dans l'espace assuré, et c'est une des seules assurances à ne pas imposer une limite d'âge. Une fois que vous êtes inscrit, votre carte d'assuré reste toujours accessible dans l'application Wallet, Apple ou Android, avec le numéro pour joindre le plateau d'assistance. Parce que dans ces moments-là, on a autre chose à faire que de rechercher un numéro dans ses mails. Ah oui, si vraiment vous avez la poisse et que vous cumulez les soucis voyage après voyage, non seulement vous pourrez souscrire une nouvelle assurance auprès d'AVI, mais en plus, ce sera sans pénalité. Allez bim, un souci de moins. Côté budget, pour vous et moi qui voyageons surtout en famille, AVI propose une formule à prix préférentiel à partir de 2 adultes et 2 enfants. Ce serait dommage de s'en priver. Alors si vous ne l'avez pas encore fait pour cet été, je ne saurais que vous recommander de souscrire une assurance AVI internationale pour un voyage serein et de chouettes souvenirs en famille. Hello, ici Stéphanie, maman de 2 ados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Si vous aimez l'écouter, si vous avez ajouté des destinations sur la liste de vos envies, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en vous abonnant et en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. C'est déjà le 4e et dernier épisode de la mini-série Galère ton voyage, spécial bobo. Si vous n'avez pas écouté les autres, sur les bobos du quotidien, les traumatismes et les plaies, et les bobos plus spécifiques au voyage dans les pays tropicaux, comme les piqûres, les morsures de serpents ou encore le paludisme, mettez sur pause et on se retrouve ici juste après. Cette fois on rigole plus. Camille, notre maman globe-trotteuse de 3 enfants, neuropédiatre et pédiatre urgentiste au SMUR de Toulouse, nous explique les gestes de premier secours lors d'un étouffement avec un corps étranger, de brûlures graves ou encore de noyade. Je vous rassure, pas d'anecdotes qui finissent mal, mais vous comprendrez pourquoi il faut vraiment se former à ces gestes. On retrouve également Marjorie, d'AVI International, qui nous parle aussi de gros bobos, et notamment la prise en charge de la morsure de requin de Diego, 4 ans. Ce qu'on doit faire dans ces cas-là, mais aussi beaucoup plus léger quand son grand ado part à l'étranger. Allez, c'est parti pour le dernier épisode, les gestes qui sauvent. Hello Camille! Salut Stéphanie! Comment ça va? Toujours bien. Tant mieux. Alors après la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, voilà la 4e et dernière partie. Ouais, j'espère que je vais pas lasser les auditeurs. C'est sûr que non, c'est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, et on a tellement besoin d'être rassuré. Et en fait, on ne peut être rassuré que quand on a pris l'information. Donc, même si on a bien compris, parce que tu nous l'as rappelé, que tous ces épisodes ne remplacent pas une consultation d'avant-voyage, au moins, on sait qu'il faut le faire. Et on a une idée, globalement, de ce qui est possible, ce qui existe, ce qu'on peut faire. Que ce soit pour les petits bobos du quotidien qu'on retrouve aussi en voyage, mais aussi pour les un peu plus casse-pieds du voyage, on va dire. C'est ça, ouais. Ceux qu'on n'a pas tous les jours. Tout ça, on l'a vu ensemble. Donc, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, allez-y, parce qu'il y a plein d'infos. Donc, sur cette dernière partie, on va dans le dur. Oui. Parce qu'on a fait les petits bobos jusqu'à présent, et là, tu vas nous parler des plus gros bobos. Oui, c'est ça, c'est faire un petit point sur des choses graves, qui peuvent survenir en voyage, et où c'est bien d'avoir une base de premier secours.
Donc, dans les choses qui sont intéressantes à faire avant de voyager avec ses enfants, je crois que c'est toujours intéressant de se former au premier secours ou de se reformer pour ceux qui l'ont été à une période donnée, qui n'ont pas été formés depuis longtemps, parce que c'est toujours très utile, que ce soit pour vos enfants ou pour d'autres voyageurs que vous serez amenés à croiser en voyage, en fait, hein. Enfin, c'est pour sa famille qu'on fait ça, mais c'est pour n'importe qui d'autre autour de nous. Alors, je ne vais pas vous faire un listing complet de toute la dramaturgie médicale Non, pour sinon on est en survenir avec PLS vos à la enfants. fin. Mais bon, voilà, en tant que pédiatre du SAMU, bah, j'ai quelques histoires, mais par rapport au voyage. Alors, il y a un premier risque qui survient aussi bien à la maison qu'en voyage, mais pour le coup, en voyage, le fait que tu n'aies pas accès aux 15, pas accès aux pompiers et tout ça, je pense que tu peux vite perdre pied et faire n'importe quoi et paniquer complètement. C'est la situation de l'étouffement avec un corps étranger. On est à table, on est au resto, on est en pique-nique, en rando, et le petit dernier, n'importe qui, a rigolé un bon coup et pouf, s'étouffe complètement avec son bout de pain, son fruit, son morceau de clémentine, ce que vous voulez, enfin bref. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est très facile à gérer si on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Donc en fait, la plupart du temps, ça va bien se terminer, mais si vous faites immédiatement ce qu'il faut faire. Si vous paniquez, vous courez dans tous les sens et que ça hurle partout et que rien n'est fait pour rien n'est fait pour cet enfant, c'est là que ça va virer au drame. Voilà. Alors on Donc, fait juste une petite pause parce que c'est absolument pas drôle ce que tu es en train de raconter, mais nous avons donc, nous nous voyons par caméra interposée, et là, en plein milieu de ce que tu viens de dire, il y a des ballons qui sont apparus sur mon écran, on ne sait pas happy pourquoi. birthday! Donc c'était pas drôle du tout, et voilà, c'est pour ça qu'on a un peu rigolé. Donc plutôt que de la refaire, on vous fait participer, on vous explique ce qui s'est passé. On va voir ce que nous réserve l'ordinateur pour la Mais c'est suite. ça. Donc, nous, on appelle ça l'obstruction par corps étranger. Alors, corps étranger, la plupart du temps, ça va être des aliments, tu vois, au cours du repas. Mais chez les plus jeunes, ça va être des jouets, classiquement. Tu vois, les petits, les moins de 2 ans, facilement. Ou même des fois, jusqu'à 6 ans, ils jouent avec des trucs, ils se mettent ça dans la bouche. Hmm. Et puis, sur un éclat de rire, souvent, ça va être le coup d'éclat de rire, la reprise inspiratoire. Et là, ils vont inhaler le fameux corps étranger. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit le corps étranger, il est totalement obstructif. Ça veut dire qu'il bouche complètement l'entrée de la trachée. Comment je sais que c'est ça qui est en train de se passer? Bah, c'est assez évident. Votre enfant, il est conscient, mais les yeux grands ouverts, écarquillés, panique totale. Il peut plus parler, il peut pas tousser, il peut plus respirer. Ça se voit très vite. Les grands vont porter les mains au cou pour vous montrer que c'est là qu'il y a un problème. Les bébés, ça va être de la panique où vous allez les voir secouer les bras dans tous les sens, avoir des espèces de tremblements de la tête, de panique, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on va se rendre compte du problème. Et donc, il faut tout de suite penser à cette idée que c'est corps étranger, mais l'enfant est conscient, hein. Au départ, il n'y a pas de raison qu'il perde connaissance tout de suite, d'accord? Donc là, si c'est le cas, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette situation-là, plus de son, plus de tout, panique totale, il respire plus, on prend son enfant, on le penche en avant et on commence par faire 5 tapes dorsales. Ce qu'on appelle les tapes dorsales, c'est avec le plat de la main, vous tapez très fort entre les omoplates. Très fort. Le but, c'est que cette tape-là, elle fasse sortir l'air des poumons et que c'est l'air des poumons expulsé qui va pousser le corps étranger dehors. D'accord? Pour les bébés, vous prenez l'enfant que vous allongez. Alors, il est sur le ventre, positionné sur votre cuisse. Je ne sais pas si on arrive à visualiser ce que ça fait, hein, le petit Je bébé vois sur le bien, ventre, moi. sur votre cuisse. Votre cuisse fait que votre enfant va être penché avec la tête plus bas que les fesses. Donc, cette position d'équilibre est intéressante, hein, pour essayer d'extraire le corps étranger. Et c'est pareil, on fait les 5 tapes dorsales et on y va. Alors, on tient la tête pour pas que la tête balle dans tous les sens, mais on fait 5 tapes dorsales puissantes, appuyées, et entre chaque tape dorsale, on regarde si l'enfant n'a pas évacué son corps étranger. En général, vous allez le savoir tout de suite. Dès qu'il évacue, vous entendez le pleur, vous entendez la toux, parfois ça le fait vomir, pas de panique, mais en général, vous allez le savoir. Si jamais à l'issue de ces 5 tapes dorsales, l'enfant a toujours les signes d'une obstruction complète et qu'il est toujours conscient, ça c'est très important, s'il est conscient, on va passer à l'étape des compressions abdominales, qu'on appelait avant la manœuvre de Heimlich. Donc pour les plus grands enfants, ça va être, donc grosso modo, les enfants de plus de 1 an, vous allez vous mettre derrière l'enfant, en fait. Vous allez mettre votre poing sur son estomac et avec l'autre main, vous allez appuyer sur le poing. Et il va falloir appuyer très fort sur l'estomac en allant de l'avant vers l'arrière et en remontant vers le haut. Là encore, en fait, le but, c'est appuyer sur le diaphragme pour que le diaphragme pousse l'air qu'il y a dans les poumons et que l'air des poumons chasse le corps étranger. On a le droit de faire jusqu'à 5 fois aussi, jusqu'à ce que ça fonctionne, en fait. Et si au bout de 5 fois, ça n'a pas marché, on repart sur l'étape dorsale. Pour les plus petits, les bébés de moins d'1 an, on les avait positionnés, on l'a dit, pour l'étape dorsale, ils étaient positionnés sur le ventre, sur notre cuisse. On va les retourner pour qu'en fait, ce soit le dos maintenant qui soit contre notre cuisse et qui soit visage vers nous, toujours dans ce sens de la tête plus bas que les fesses. Et on va faire des compressions thoraciques, pas au niveau du ventre. On va appuyer sur le sternum, entre les 2 mamelons, très fort avec le plat de la main. On appelle ça les compressions thoraciques. Et donc, on va appuyer vraiment très fort. Le but étant en fait de comprimer la cage thoracique pour faire sortir l'air des poumons et essayer de faire sortir le corps étranger.
La plupart du temps, quand vous faites ça, dès l'étape dorsale, ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas sur l'étape dorsale, la plupart du temps, ça fonctionne avec la manœuvre de compression abdominale. Donc, il faut le faire, il faut y aller. Il ne faut vraiment pas hésiter, et je dirais, il ne faut pas réfléchir à ce moment-là. Si jamais l'enfant perd connaissance, je suis désolée de le dire, mais c'est important, il faut considérer que c'est un arrêt cardio-respiratoire. Parce qu'en fait, s'il tombe inconscient, c'est qu'il est en manque d'oxygène complet et que, en fait, s'il est en arrêt respiratoire et que quoi qu'il arrive, il va être rapidement en arrêt cardiaque si vous ne faites pas les manœuvres qu'il faut. Donc là, dès qu'il perd connaissance, on allonge son enfant sur le dos et on commence les manœuvres de réanimation. À savoir, on va rentrer dans les détails de la manœuvre de réanimation comme ça, c'est les mêmes qu'on fait au moment de la noyade. Je parlerai d'un petit chapitre sur la noyade. Oui, parce qu'on fait que des trucs sympas Ouais, en aujourd'hui. fait, c'est hyper gai ce qu'on raconte. Allez, il faut se dire que c'est plus on est formé aux gestes de premier secours, plus on sauve des vies et plus les drames sont évités et c'est vraiment important. Donc l'enfant, il est inconscient, on le met sur le dos par terre. On se pose à côté à genoux, on met une main sur son front, 2 doigts sous son menton et on tire son menton vers le haut pour basculer la tête en arrière. Ça, c'est comme ça qu'on ouvre les voies aériennes. Ça ne sert à rien d'essayer d'ouvrir la bouche. D'accord? Alors, vous pouvez quand même regarder rapidement dans la bouche. Des fois que le corps étranger soit accessible aux doigts, vous pouvez essayer une fois d'aller le crocheter. Mais si vous ne voyez rien d'évident, ne cherchez pas à enfoncer les doigts dans la bouche, vous allez faire pire que mieux, et c'est déjà pire de toute façon, puisqu'il est a priori en arrêt respiratoire. Donc, on ouvre ces voies aériennes. Alors, on va dire, bah oui, mais pourtant, ces voies aériennes, elles sont bouchées. Est-ce que ça sert à quelque chose de les ouvrir? Oui, parce que là, il est tout à fait inconscient. Donc, peut-être que les voies aériennes se sont relâchées, et vous, en ouvrant les voies aériennes, vous allez peut-être permettre un passage d'air, et peut-être qu'il va y avoir une reprise inspiratoire. Donc, on positionne les voies aériennes de l'enfant, on écoute et on regarde pendant une petite dizaine de secondes pour savoir s'il a l'air d'avoir des mouvements respiratoires ou pas. Si l'enfant ne respire pas, on va faire 5 insufflations au bouche à bouche. Donc, pour ça, on pince les narines, on applique sa bouche autour de la bouche de l'enfant, de façon bien occlusive, et on va souffler dans la bouche de l'enfant, toujours en ayant la tête bien inclinée vers l'arrière pour que les voies aériennes soient ouvertes. On va souffler 5 fois de suite. Une fois pendant une seconde, on se relève, on reprend de l'air, on recommence 2 fois, on prend de l'air, on recommence 3 fois, comme ça jusqu'à 5 fois. Si à l'issue de ces 5 insufflations-là, l'enfant n'a toujours aucun signe de reprise respiratoire, il ne bouge pas, il ne se passe rien, on considère qu'il y a peut-être un arrêt cardiaque en dessous, et donc il faut commencer aussi ce qu'on appelle les compressions thoraciques, qu'on appelle communément le massage cardiaque. Pour faire les compressions thoraciques, on est à genoux à côté de son enfant, et donc on va se positionner avec les 2 poings posés, en fait, le plat de la main et l'autre main posée par-dessus, entre les 2 mamelons de l'enfant. Alors, pas besoin de déshabiller, hein, vous faites ça par-dessus les vêtements. Sur le sternum, au milieu du sternum, les coudes bien tendus, bien verrouillés en extension, et avec le poids du corps, on va appuyer très fort pendant 15 fois, en fait, sur un rythme qui est de et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, comme ça, jusqu'à 15. Et on alterne comme ça à chaque fois 15 compressions thoraciques pour 2 insufflations bouche à bouche. Et en gros, on n'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait du secours qui arrive, jusqu'à ce que l'enfant ait des signes de reprise de vie. Parfois, en fait, vraiment, hein, le fait de faire ces manœuvres-là va mobiliser le corps étranger et va faire qu'il va y avoir une reprise respiratoire, et qu'avec le bouche à bouche, vous allez réussir à suppléer la ventilation de votre enfant, et qu'il va reprendre connaissance. Donc, c'est vraiment important de faire ces manœuvres-là. Si on est plusieurs adultes, ou en tout cas même avec des enfants, mais en âge de comprendre, Oui, quand on fait ça, à côté, il y a celui qui appelle le 15. tout à fait. Si on est dans Si on est, ou qui appelle les secours, le 911, Voilà. enfin, ça dépend où vous êtes, ça pourrait arriver malheureusement dans une situation où vous n'avez pas accès au secours. Et c'est pour ça que plutôt que d'appeler, il faut agir. Et ce qui va sauver votre enfant à ce moment-là, c'est les manœuvres que vous allez faire vous, c'est pas les secours. C'est pas le temps qu'ils vont mettre pour arriver qui permettra de faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment à vous d'agir, et c'est pour ça que j'insiste en disant ça prend. Donc je vous donne des bases là sur cet enregistrement, mais l'objectif c'est vraiment aller vous inscrire à une formation premier secours pour vous entraîner sur un mannequin. Tout à fait. Bon, voilà. Ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Alors, petite anecdote, du coup, une de mes collègues de travail, qui est pédiatre comme moi au SMUR, qui a eu à vivre ça, alors sur un mode simple, hein, mais elle était en Australie aussi, donc c'était bien bien longtemps N'allez avant pas en moi. Australie. C'est ça. Et puis ils étaient dans un petit village un peu paumé de l'Australie, tu vois, petite route comme il y a sur les nationales qui durent 300 bornes où tu croises personne, et puis à un moment tu t'arrêtes dans une station essence, il y avait un petit air de pique-nique, et ils faisaient leur pique-nique, et en fait elle dit brutalement, je me retourne et je vois ma fille, donc sa dernière, qui avait peut-être, je sais pas, dans les 9 ou 10 ans à l'époque, qui mangeait une clémentine et qui avait tous les signes de l'obstruction totale, et elle dit, bah là j'ai pas réfléchi, elle était formée en fait, hein, bien sûr, et donc elle a fait tout de suite les 5 tapes dorsales, et au bout de la deuxième ou troisième tape, la clémentine est sortie. Et donc en fait elle s'est dit, pouf, quoi. Enfin, tu vois, alors tout le monde se dit ça, mais quand tu es en Australie, dans un petit village de bord de route avec personne aux alentours immédiats, elle s'est dit, bah oui, en fait, il faut surtout pas perdre son temps à vouloir chercher du secours. À ce moment-là, c'est à vous d'agir tout de suite et de faire la bonne gestuelle, et la plupart du temps, ça va fonctionner. Donc, il faut essayer de s'enlever les barrières, tu vois, de stress par rapport à tout ça, et puis agir. Il ne faut pas trop réfléchir.
Alors par contre, si jamais le corps étranger n'est que partiellement obstructif, c'est-à-dire que l'enfant peut encore respirer, qui vous montre qu'il a du mal, que c'est difficile, mais qu'il peut respirer, qu'il peut vous parler ou qu'il tousse et que la toux a l'air efficace, on ne touche pas l'enfant et on le laisse gérer, d'accord? On le laisse tousser, 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 on l'encourage, mais là, on ne va pas faire de gestuelle sur son corps parce que le risque, c'est si je me mets à le taper dans le dos ou si je lui mets à faire des choses, peut-être je vais faire rebouger le corps étranger et je vais le faire devenir obstructif complètement alors que ça ne l'était pas. Donc en fait, on distingue bien les deux cas de figure. Il y a le totalement obstructif, l'enfant ne peut plus du tout respirer, ne peut plus parler, et là, évidemment, il faut faire des manœuvres. Mais tant qu'il est bien coloré, rose, et qu'il arrive à tousser, à reprendre sa respiration, souvent des grosses quintes de toux, on ne se précipite pas, on l'encourage, et en général, il va se gérer la situation, et il va finir par arriver. Et s'il reste avec des difficultés respiratoires, bien sûr, il va falloir le transporter ou faire appeler un service d'urgence en fonction de là où vous êtes. Et on va s'en occuper. Mais tant qu'on respire, on respire. Donc, ça va. Ça m'est arrivé, en fait, moi, d'être dans cette situation enfant, mais c'était complètement crétin. Je me suis mise moi-même dans la situation, c'est-à-dire que je mangeais du poulet. J'étais en classe de mer à l'époque, c'était cool d'ailleurs, on était bien, et j'avais la flemme, véridique, de me lever pour aller jeter un os. Je me suis Et dit, t'as voulu pas essayer de grave, l'avaler. je vais l'avaler. Non mais faut être complètement... Et j'essaye, parce que je vais au bout de ma connerie, j'essaye, et évidemment, il reste coincé. Et là, je fais exactement ce que tu dis, à savoir que je me lève, je vais vers les animateurs en disant j'arrive plus à respirer, un peu en mode panique, enfin même complètement en mode panique. Et là, je me souviens qu'elle m'a penché vers l'avant, mais elle est allée le chercher en fait. Ce qui m'a fait vomir, ce qui m'a donné envie de vomir, et recracher. Quand elle a vu le truc, elle a fait mais à quel moment enfin, pourquoi t'as essayé d'avaler ce truc, quoi? C'était juste pas pensable. Voilà, mais en tout cas, ils ont eu les bons réflexes et il n'y a pas eu de drame, mais faut être vraiment bête, quoi. Bah, de toute façon, quand on est enfant, on n'a pas conscience de tous ces petits risques-là, donc évidemment, ça peut arriver. Ouais, non. Alors après, c'est aussi souvent le cas d'un corps étranger qui est en fait bloqué dans le fond de gorge et qui n'est pas en train d'obstruer les voies aériennes. C'est-à-dire que c'est très très gênant, les enfants paniquent, ils peuvent plus avaler la salive, ils ont des hauts le cœur, ils ont envie de vomir, etc. Et donc ils bavent, ils bavent, ils bavent. Mais en général, ils sont correctement colorés et tu sens qu'ils arrivent à respirer. Et donc là, c'est pareil, il n'y a pas lieu de paniquer immédiatement. On va finir par arriver à lui enlever le corps étranger d'une façon ou d'une autre, mais on n'a pas besoin de faire de grosses manœuvres à ce moment-là. Et est-ce que de faire boire, ça peut avoir... Alors, pas sur l'obstruction par des voies aériennes, hein. Si c'est vraiment un enfant qui n'est plus en capacité de parler, qui ne respire plus, bien sûr, pas du tout, du tout. Évidemment. Si c'est quelque chose qui a l'air d'être coincé dans la gorge avec l'enfant qui essaye de vous montrer que... mais en général, il peut parler encore. Pourquoi tu n'arrives plus à parler? Parce que le corps étranger est entre tes cordes vocales. C'est ça qui fait que tu ne peux plus parler. Là, c'est vraiment les voies aériennes. Donc là, c'est dangereux. Mais si le corps étranger est bloqué au-dessus, dans la gorge, en général, l'enfant, il peut encore, même s'il parle pas très bien, il va te parler, il va te dire des trucs et tu vois qu'il respire. Et là, oui, c'est intéressant. On peut leur faire boire. On essaye de faire boire. Et souvent, s'ils arrivent à boire, ils arrivent à déglutir, c'est que ça passe. Et donc, soit ça les aide à faire avaler le corps étranger, soit le corps étranger est toujours là et on finit par arriver dans une structure de soins. On va les examiner, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de péril imminent. Ok. Deuxième situation, les brûlures graves. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver partout, encore une fois, mais c'est vrai que toujours la même problématique quand on est en voyage et qu'on est dans un endroit où on n'a pas toujours accès aux soins immédiats. Il faut savoir comment agir tout de suite sur une brûlure grave. Une brûlure grave, c'est quoi? C'est une brûlure au moins du second degré. Ce qu'on appelle du second degré, c'est quand la peau se décolle. Et ça se voit tout de suite. C'est pas 2 heures après, hein. C'est vraiment au moment de la brûlure, tu vois le décollement de la peau. En tout cas, tu vois une énorme cloque là, et puis parfois c'est un lambeau entier qui se décolle. Et ça s'appelle une brûlure au moins du second degré. Plus c'est important en surface, plus c'est grave. Ce qu'on appelle 1%, c'est une paume de main de la personne en question. Ça, c'est 1%. Ah ouais. Donc, c'est pas grand-chose. Enfin, tu vois, ça peut sembler impressionnant pour les gens, mais en fait, une paume de main, et d'ailleurs chez les enfants, c'est doigts inclus, ça s'appelle 1%. Alors, 1%, c'est pas des brûlures très inquiétantes, même si c'est du second degré, évidemment, plus tu montes en pourcentage, plus les risques sont importants. La quantité à tenir est la même pour toutes les brûlures, mais en plus, si c'est du second degré, on sait qu'il va falloir vraiment avoir accès à des soins. En tout cas, immédiatement, la première chose à faire, c'est déshabiller, si vous pouvez, la personne, en tout cas l'endroit qui a été brûlé. Il faut refroidir la brûlure. Pourquoi c'est important de refroidir la brûlure? C'est pour éviter qu'elle continue de progresser en profondeur. Ça semble pas toujours évident pour les gens, en fait, de se dire pourquoi il faudrait mettre de l'eau sur cette brûlure qui est en plus très douloureuse. Ben, pour éviter que la brûlure continue dans le temps à s'enfoncer, en fait, dans le derme. Donc pour ça, il faut utiliser de l'eau à température ambiante. Il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau glacée, température eau du robinet classique. Et il faut arroser pendant une quinzaine de minutes toute la zone brûlée. Ça, c'est très important. Et donc ça, c'est à faire impérativement, qu'on ait accès à des secours ou pas, il faut le faire. On donne un antalgique à l'enfant. Notre ami paracétamol est à nouveau ici. On lui donne tout de suite un antalgique. Et ensuite, on va couvrir la brûlure en attendant d'avoir accès à un centre de soins où on va pouvoir faire les pansements.
Pourquoi on couvre la brûlure? Parce que le fait de couvrir la brûlure, c'est ce qui soulage la douleur. Ce qui fait très mal dans la brûlure, c'est d'être à l'air libre. En général, dès qu'elle est couverte, alors idéalement avec les pansements nécessaires comme il faut, tu vois, mais en attendant, nous, ce qu'on conseille, c'est un t-shirt en coton propre que vous mouillez à l'eau et vous recouvrez la brûlure avec ça et déjà, ça va être un peu moins pénible que d'être à l'air libre. N'appliquez rien dessus, pas de pommes de terre crues, pas de dentifrice, pas de beurre. J'ai tellement entendu des trucs de dingue dans mes régulations du SAMU. Non, on n'applique rien parce qu'en fait, une brûlure, ça va être par définition une zone qui va très vite s'infecter. Tout ce que vous allez mettre dessus de votre environnement, qui par définition est sale, vous allez aggraver le risque infectieux. Donc, on n'applique rien sur la brûlure à ce moment-là. Les soignants, après, mettront ce qu'il faut. Si vous avez, vous, des pansements spécial brûlure, il y a des compresses spéciales qu'on peut mettre au frigo, etc. Mais en général, en voyage, tu n'as pas du tout ça avec toi. Voilà, et après, les soins sont secondaires, enfin, vont arriver dans un deuxième temps avec des soins dirigés, de la cicatrisation particulière, etc. Les brûlures qui nécessitent vraiment impérativement des pansements spécialisés, ça va être les brûlures qu'on dit circulaires, c'est-à-dire qui font le tour d'un membre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où de l'inflammation secondaire, ça va gonfler beaucoup et ça peut créer une forme de garrot. Donc même si sur l'instant, c'est juste circulaire et on pense qu'il n'y a rien de plus, en fait, ça peut créer un garrot secondairement. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vu par des spécialistes rapidement. Deuxièmement, les zones comme bien sûr le siège, les organes génitaux, les fesses, enfin toutes ces zones-là qui vont s'infecter vite et qui sont fonctionnellement très importantes. Il faut que la cicatrisation soit bien faite. Les doigts, les mains, c'est aussi par rapport à la cicatrisation future pour pas garder des séquelles lourdes sur la rétraction, etc. Il faut que les pansements soient bien faits par des professionnels. Et donc, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça. Alors, c'est une histoire qui a lieu en France. C'est une histoire que j'ai pas vécue moi directement en professionnel, mais c'est une de mes collègues qui a été confrontée à ça. En fait, on a eu une histoire il y a quelques années, une petite fille de 3 ans qui s'appelle Léonie. J'ai joint son papa depuis et j'ai bien sûr l'autorisation de raconter son histoire. Ces gens étaient en bivouac, en fait, en rando. Ils étaient partis pour 2 jours de rando dans les Pyrénées, du côté du lac de Gaume. Et en fait, ils avaient prévu de faire 2 nuits avec des petites randos. La dernière avait 3 ans, hein, donc du coup, c'était pas forcément très violent en termes de marche. Mais en tout cas, ils s'étaient posés. Et puis, en fait, le papa m'explique qu'ils n'avaient pas pris suffisamment d'eau potable. Comme ils étaient sur un campement à 2000 mètres d'altitude où il y avait encore des bovins, bah, il y avait quand même encore des risques, clairement, sur la consommation de l'eau des torrents. Même si c'était de l'eau de montagne, il y avait quand même un risque. Et donc, ils ne voulaient pas courir ce risque de la diarrhée infectieuse. Et donc, il a décidé de faire bouillir de l'eau sur un but à gaz, comme tout le monde fait quand on est en bivouac, hein, finalement. Sauf que bah, il avait bien calé son but à gaz dans un petit foyer avec des pierres, etc. Mais probablement un petit peu trop près de la zone de campement. Et la petite Léonie, qui jouait avec les cordes de la tente alors qu'ils étaient en train de monter les tentes, a reculé et est tombée sur le but à gaz. Et donc, en fait, Oh, elle s'est brûlée avec l'eau bouillante à ce moment-là, toute la partie des fesses, des organes génitaux, de l'abdomen jusque sous le thorax, en oh, fait. chouchou. Et donc, le papa, en fait, il se trouve que le papa est médecin, a tout de suite compris que c'était une brûlure grave. Et il a eu les bons réflexes, hein, parce que bah, il était plutôt bien formé. Et alors, en plus, l'histoire est assez drôle, c'est un monsieur qui fait de la médecine humanitaire. Et donc, ils revenaient du Cambodge, ils étaient expatriés depuis 2 ans au Cambodge, ils allaient repartir au Malawi. Enfin, donc, c'est des gens qui sont quand même habitués à l'aventure et aux conditions de vie un peu particulières. Et il se trouve qu'ils ont vécu ça dans les Pyrénées, mais dans une zone où ils n'avaient pas accès au réseau et où il m'a expliqué qu'en fait, ils n'avaient qu'un téléphone pour deux. Ça aura sa conséquence parce qu'en fait, il est parti lui avec le téléphone, il a laissé sa femme avec les 2 autres enfants en campement sans téléphone. Donc, il y avait quand même pas mal de stress. Alors, ce qu'il a fait tout de suite, c'est qu'il a plongé Léonie dans le torrent d'à côté. Il m'a dit, et je comprends, il était bien embêté parce que c'était vraiment de l'eau glacée, de l'eau de montagne. Il fallait qu'il plonge bah, toutes les fesses et la petite jusqu'au thorax parce qu'il fallait vraiment qu'il plonge toute la brûlure. Et il était un peu embêté de faire ça parce qu'il avait peur de la mettre en hypothermie. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses à laquelle il faut faire attention quand on fait le refroidissement de la brûlure. Et essayer tant qu'on peut de ne refroidir que la zone brûlée. Parce que déjà, en faisant ça, on va créer de l'hypothermie, de toute façon, parce qu'il n'y a plus la barrière cutanée, donc l'enfant va se refroidir vite. Mais alors, si en plus vous plongez tout l'enfant dans de l'eau trop froide, effectivement, le risque qui va arriver secondairement, c'est que l'enfant chute en température et que ce n'est pas très bon pour lui. Et lui, il avait conscience de tout ça, mais il était partagé entre le fait qu'il fallait qu'il refroidisse et le fait que, voilà. Donc, en fait, il a fait que 5 minutes parce qu'il c'était vraiment, il dit de toute façon, c'était tellement froid que c'était insupportable, même pour moi, en fait, d'être dans l'eau avec elle, c'était très, très difficile. Il avait des antalgiques, donc il a donné des antalgiques. Il a couvert la brûlure. Et puis après, il a chargé Léonie dans ses bras. Et il a fallu qu'il marche pendant 45 minutes dans la nuit pour trouver le refuge le plus proche. Oh là là. Heureusement, c'était le refuge qui était le départ de la rando, donc il savait où c'était. Il a pu redescendre vers le refuge et il savait qu'a priori, arrivé au refuge, il aurait accès à du réseau et donc la possibilité d'appeler des secours. Et effectivement, un hélico est venu le chercher. Et après, il a été héliporté jusqu'à Toulouse au service des brûlés de l'hôpital des enfants.
Voilà, donc ça s'est bien terminé. Léonie a bien cicatrisé finalement, mais c'était des zones embêtantes, hein, les organes génitaux et tout ça. Enfin, en termes de cicatrisation, on surveille attentivement, hein, donc c'est sérieux. Et ils ont même refait la randonnée 2 ans plus tard parce qu'ils voulaient remettre une couche de positif sur cette aventure-là. Et la petite fille a voulu la faire aussi, donc ils ont refait la rando et tout s'est bien passé. Ils n'ont pas utilisé de but-à-gaz. Alors, il dit cette fois-ci, j'ai pris de l'eau potable en quantité suffisante. Mais il dit, il faut être honnête que le but-à-gaz, effectivement, pour sa petite soupe minute ou ses petites pâtes lyophilisées de la rando, c'est quand même intéressant. Mais il a dit cette fois-ci, j'ai installé mon but-à-gaz vraiment loin du campement, sur une zone de rocher en hauteur, pour pas que les enfants du tout aient accès au réchaud. Et donc c'est vrai que c'est très bête, mais enfin, c'est une histoire qui m'a aussi donné des leçons par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en bivouac, ça semble logique on met le réchaud, tu vois, par terre et autour des tentes, enfin pas loin des tentes. Mais en fait, à la maison, nos casseroles, elles sont en hauteur et le manche, il est tourné vers le mur. Et ben en fait, il faut faire pareil avec le réchaud. C'est-à-dire que tu vois, si tu le mets par terre, il faut vraiment le mettre loin du campement et dans une zone, si possible, inaccessible aux petits-enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on est dans une famille avec un médecin qui sait quoi faire. Exactement. Alors moi, je t'avoue, quand ma collègue m'a raconté ça, je me suis projetée immédiatement parce que j'avais fait pas cette rando-là, mais on avait fait du bivouac dans les Pyrénées un mois avant. On avait fait du but à gaz, du réchaud, des pâtes lyophilisées, enfin voilà. Et je m'étais dit, bah alors souvent quand ta zone de campement en général est près d'une rivière ou d'un lac, donc c'est vrai que tu as au moins accès à l'eau pour le refroidissement de la brûlure. Mais j'avais été épatée de son sang-froid, de me dire, punaise, il a porté la petite comme ça pendant 45 minutes dans la nuit, avec le stress de dire, est-ce que je vais trouver le refuge? Alors là, a priori, il était assez sûr de son coup, mais enfin, tu vois, quand même, c'était stressant la Oh là situation. là 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 là. C'était une sacrée aventure et en fait, j'ai trouvé sa réflexion très intéressante parce qu'il dit pendant que je portais ma petite Léonie là, comme ça, dans la nuit tombée, dans la montagne, seule au monde, je me disais qu'en fait, j'aurais pu vivre exactement la même chose au Cambodge ou au Malawi. Sauf que là, j'étais en France, mais effectivement, j'étais dans une zone sans réseau. La seule différence, et elle est énorme, c'est que je savais que dans 1 heure, j'avais du réseau, j'avais des hélicos et j'avais de la médecine. Il dit la même chose au Cambodge, la même chose au Malawi ne donnera pas les mêmes conséquences en termes de cicatrisation derrière parce que j'aurais pas eu accès à ces soins performants comme on les a en France immédiatement. Et donc il dit, je me suis dit vraiment qu'on avait quand même une chance dingue d'être né là où on est né. Et je crois que nous, peuple français, on a parfois on oublie un petit peu ça. On oublie cette chance qu'on a parfois d'être dans un pays qui nous apporte tout sur un plateau en termes de soins, même si notre système de soins est aujourd'hui en difficulté et en détresse, quand même, aujourd'hui, il vous arrive n'importe quoi en France, vous avez assez vite des secours, et en tout cas tout un système de maillage de secours qui va faire que vous allez finir à l'hôpital. Et tu sais combien de temps cette petite Léonie est restée à l'hôpital après Non, une j'ai pas brûlure comme su. celle-là? C'est le genre de brûlure, il y a plusieurs jours d'hospitalisation, hein, parce qu'en fait, tu as des bains à faire sous anesthésie au départ pour faire les soins de brûlure, etc. Je crois que ça s'est vraiment bien terminé, donc je pense qu'ils n'ont pas eu ça n'a pas été source d'une grosse complication. Mais enfin, sur ce genre de localisation, ça doit être bien suivi, en fait, pour vérifier ouais, qu'il n'y ait pas de séquelles derrière au niveau cutané, au niveau de la fonction urogénitale et anale et tout ça, quoi. Pauvre choupette. Ouais, voilà, mais elle va très bien. Il vous fait dire que Léonie va très bien Elle va très et qu'il bien. veut bien avoir le lien du podcast pour faire écouter ça à sa famille. Et ben, et tu lui enverras, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ok, et ben, passons Alors, on va à... parler de l'allergie, alors plus particulièrement de l'anaphylaxie, qui est le versant grave de l'allergie. Alors bon, en général, je dirais que quand même, la plupart du temps, les gens se savent allergiques. Souvent, la première allergie est survenue quand même en France au quotidien et t'as pas le premier coup en voyage. Et heureusement, parce que vous allez voir que ça change pas mal de choses. Mais l'idée, c'est savoir reconnaître ce qu'on appelle une anaphylaxie et la différencier de l'allergie simple. Une anaphylaxie, ça veut dire allergie grave, ça veut dire que tout le corps, si tu veux, est en train de réagir à l'allergène et que ça peut mettre en péril des fonctions vitales. On parle d'anaphylaxie quand on dit qu'il y a au moins 2 organes qui réagissent avec l'allergène. Typiquement, tu es allergique aux cacahuètes, on va dire. Tu manges une substance dans laquelle il y avait de la cacahuète, en général tu ne le savais pas, et tu vas réagir. Là, en général, la première réaction, ça va être plutôt cutanéo-muqueux, c'est-à-dire je gonfle, j'ai de l'urticaire, j'ai les yeux qui gonflent, tu vois, et j'ai le nez qui coule. Voilà, ça va être souvent ça le premier signe. Tant que c'est lié à ça, il n'y a pas d'urgence immédiate. Il n'y a pas de raison d'avoir peur là tout de suite si c'est que la peau. Même un gonflement des paupières, c'est sûr que si c'est un gros gonflement dans la bouche, on va être un peu plus inquiet, évidemment. Mais tant que c'est localisé sur la peau, les paupières, même un peu les lèvres, mais qu'il n'y a pas de péril sur les voies aériennes, on va pas s'inquiéter. Par contre, s'il y a des signes digestifs qui arrivent, ou des signes respiratoires, donc digestifs, ça va être en général des vomissements qui vont se répéter, ou de la diarrhée qui va tout de suite arriver instantanément, qui va se répéter, ou des signes respiratoires, un enfant qui va se mettre à tousser beaucoup, à siffler un peu comme une crise d'asthme, ou des signes qu'on dit vasculaires, c'est-à-dire c'est le système des vaisseaux sanguins qui devient défaillant et là en général ça crée des malaises, tu vois, sensation de malaise, perte de connaissance. Là ça s'appelle anaphylaxie et là le seul traitement c'est de l'injection d'adrénaline. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même mieux d'être au courant qu'on est allergique parce que ça permet d'être parti avec son stylo d'adrénaline.
tu vois. Et donc, dans la trousse de pharmacie, si on sait qu'on est allergique, on demande à son médecin traitant le stylo d'adrénaline, et j'ai envie de dire, même si on n'a jamais fait d'anaphylaxie. Parce qu'en voyage, l'accès au secours n'est pas le même. Donc, je crois que si vous avez des enfants allergiques, fruits à coque, à l'œuf, enfin, vous voyez, un peu tout et n'importe quoi, même s'il n'a pas encore fait de réaction grave allergique, moi, je crois que ça vaut la peine de se faire prescrire un stylo d'adrénaline, au cas où ça vous arrive dans un endroit où vous n'aurez pas accès à l'adrénaline, en fait. Voilà, moi, ça m'est arrivé en tant que copine, enfin, en tant que pédiatre voyageuse copine avec des copains. On était au Sénégal. On était en pleine brousse sénégalaise en train de se promener dans les villages, tu vois, sur une charrette à bœuf. Et puis, en fait, le matin au petit déjeuner, une des filles de nos copains, qui est allergique fruits à coque connue, en fait, a mangé une forme de pâte à tartiner qui était servie par la table d'hôte. Personne, on a été nuls hein, sur ce moment-là. Mais c'est là que je dis qu'en fait, en voyage, tu n'as pas l'attention hein, que tu peux avoir dans un quotidien. T'es dans l'euphorie, t'es au petit-déj, tout le monde rigole, t'es sympa. Et on n'a pas vu, elle était grande, hein, elle avait 12 ans, hein, mais elle s'est pris un petit bout de pain avec un petit bout de pâte à tartiner dont elle pensait que c'était que chocolaté. Bon, évidemment, au Sénégal, la cacahuète, c'est quand même quelque chose qui est mis partout. Et en fait, très rapidement, elle s'est mise à avoir les signes cutanés-muqueux à table. Donc là, moi, j'étais là, donc je l'ai évaluée rapidement. À ce moment-là, elle n'avait pas d'autres signes, donc on lui a donné les antihistaminiques habituels. Et puis, très rapidement derrière, on devait partir pour la balade. Donc on est parti. Heureusement, sa maman avait pris le stylo d'adresse qu'elle avait toujours avec elle. Parce qu'après, au bout de peut-être un petit quart d'heure où on commençait à se balader sur la charrette à bœuf, en fait, elle s'est mise à vomir. Et là, je l'ai regardée et j'ai dit, je crois, ma pauvrette, que tu vas pas échapper à l'adré. Donc elle voulait pas et j'ai dit non, si là t'as vomi, t'as toujours l'urticaire, ça s'appelle une anaphylaxie, il faut faire de l'adrénaline. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai fait une injection d'adrénaline au milieu de la brousse, au Sénégal, sur une charrette à bœuf et pas dans une ambulance. Et j'étais pas très à l'aise hein, quand même parce que bon, parfois il y a quelques petits effets secondaires à l'adrénaline et puis que tu vois, normalement, le protocole en France, c'est quand tu fais une injection d'adrénaline, tu transportes à l'hôpital et tu surveilles 8 heures en service d'urgence. Là, t'imagines, on n'était pas du tout dans des conditions où on pouvait faire ça. Donc là, bah, tu raisonnes différemment. Tu te dis, OK, c'est MacGyver. Donc, tu l'allonges sur la charrette à bœuf qui te fait office d'ambulance. Tu continues ta balade dans la brousse et tu la surveilles avec tes petits paramètres de l'examen clinique basique de médecin. Et elle a hyper bien réagi parce qu'en fait, c'était ce qu'il lui fallait. En un quart d'heure, elle était transformée. Elle n'avait plus aucun symptôme et elle n'a même pas voulu. Moi, je voulais qu'elle reste au repos le temps qu'on visite les villages. Elle se sentait tellement bien qu'elle voulait pas. Elle a voulu se lever. Donc, j'ai su rester avec elle tout le temps de la balade, mais ça s'est très très bien passé. Et voilà, on n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Waouh. Mais voilà, c'est des choses. N'oubliez pas votre stylo d'adresse si vous êtes allergique. Et encore une fois, c'est vrai qu'habituellement en France, on prescrit des stylos aux enfants qui ont déjà fait une réaction grave. Mais je dirais que dans le contexte d'un voyage, si vous avez des enfants allergiques, notamment allergies alimentaires, c'est-à-dire celles où on a beau faire gaffe, de temps en temps, il y a un problème. Voilà, enfin, on peut ne pas faire attention et dans une sauce ou autre, on se retrouve avec. Et je pense aux fruits à coque qui sont quand même super utilisés dans les pays tropicaux. N'hésitez pas, je crois, à vous faire prescrire le stylo. Il y a aucun danger d'avoir un stylo dans une trousse à pharmacie. Par contre, de ne pas l'avoir alors qu'on en aurait besoin, ça peut être très embêtant. Ok. Et puis, on va terminer avec du moins sympa, mais je crois que c'est important de faire de la prévention encore et toujours. La possibilité du risque de noyade. Ce risque, bien sûr qu'il existe chez nous tous les jours, et particulièrement dans les périodes de vacances estivales. Mais quand on voyage, on a souvent accès à des piscines ou à des zones de baignade, la mer, les rivières, les lacs. Et encore une fois, avec cette problématique qu'on est content parce qu'on voyage, eh ben, parfois on est moins vigilant dans notre surveillance. Donc, ne lâchez pas la surveillance de vos jeunes enfants vis-à-vis des points d'eau. Ça, c'est indispensable. Malgré tout, on n'est pas des surhommes et ça peut arriver à tout le monde une fois une perte de vigilance pendant 3 minutes et ça suffit en fait. Donc si vous trouvez votre enfant en train de se noyer, il y a deux solutions. Soit il est conscient et en général il respire. Il a peut-être des petits signes de difficulté respiratoire. Bien sûr, il va falloir vite appeler des secours pour qu'on l'évalue au plan respiratoire, voir s'il a besoin d'oxygène ou pas. Mais tant qu'il est conscient, sincèrement, ça va aller. D'accord? Enfin, grosso modo, il ne va pas forcément y avoir de choses graves derrière. Par contre, s'il est inconscient dans l'eau, il est a fortiori noyé et donc il faut le sortir immédiatement et appliquer instantanément les manœuvres de premier secours qu'on a expliquées tout à l'heure dans le cadre de l'étouffement par corps étranger en cas de perte de connaissance. C'est-à-dire, j'allonge l'enfant sur un plan dur, je le sèche rapidement. C'est pas la priorité, il faut que quelqu'un le fasse pendant que quelqu'un commence les manœuvres de premier secours, mais c'est pareil, il y a le risque d'hypothermie secondaire qui va pas permettre à la réanimation d'être efficace non plus. En tout cas, tout de suite, on ouvre les voies aériennes, on met la tête sur le front, les deux doigts sous le menton, on tire la tête en arrière, on ouvre les voies aériennes. Ça ne sert à rien d'aller vider l'eau qu'il y a dans la bouche, ça ne sert à rien de vouloir faire vomir l'enfant, surtout pas. On essaye juste de voir s'il respire et s'il respire pas, on lui fait du bouche à bouche, comme tout à l'heure, 5 fois. Souvent, si la noyade vient de se produire, le 5 bouche à bouche va suffire en fait à faire reprendre la respiration à l'enfant. Si ça ne suffit pas, il faut faire les compressions thoraciques et on recommence 15 compressions thoraciques pour 2 insufflations jusqu'à ce qu'il y ait une reprise de signes de vie, de respiration ou jusqu'à ce que vous ayez du renfort
de secourisme qui arrive. Mais là aussi, en fonction de là où vous êtes, vous n'allez pas forcément l'avoir rapidement. Donc, il faut savoir faire. Donc, dernier mot de conclusion pour ce chapitre, formez-vous aux premiers secours. Si vous n'aviez pas compris, on voit parfois alors, dans les séries ou dans les films, quand il y a des noyés, ils font ces premiers secours et dès qu'il y a une reprise de respiration, ils mettent sur le côté pour que l'eau, en l'occurrence, reparte. Est-ce que on fait ça aussi dans ces cas-là ? La position sur le côté, elle va juste servir à maintenir les voies aériennes ouvertes d'une personne qui recommence à respirer. Mais elle n'a aucune utilité pour évacuer l'eau. En fait, la personne va éventuellement vomir un peu, mais ça n'évacue pas l'eau qu'il y a déjà dans les poumons, si tu veux. Alors, soit il n'y a pas d'eau dans les poumons et les gens ont fait un arrêt respiratoire parce qu'ils ont bloqué par réflexe leur voie aérienne. Et à ce moment-là, ils vont recommencer à respirer. Le problème va être plutôt neurologique sur la perte de connaissance et la durée de la perte de connaissance. Soit il y a eu une inondation des poumons et donc, en général, c'est pas le fait de mettre sur les côtés qui va vider quoi que ce soit et c'est pas le fait d'appuyer sur la poitrine et de dessorer le thorax comme on voit, tu vois, les gens qui grimpent sur les thorax. Non, ça ne sert strictement à rien. C'est les manœuvres de réanimation. Une fois que la personne respire, tant qu'elle est inconsciente, on la positionne sur le côté. Et quand elle a repris connaissance, vous allez évaluer un peu cette notion de reprise de connaissance. Est-ce que les gens sont cohérents, sont bien orientés et le cerveau a l'air d'aller bien? Et à ce moment-là, on peut les laisser gérer, ils vont s'asseoir et on va voir. Mais en général, ils sont pas très bien tout de suite. Donc, on les laisse sur le côté par précaution au cas où ils se mettent à vomir ou autre. Ok. Par rapport à cette partie, qu'est-ce qu'on rajoute, donc comme on l'a fait pour les précédents, dans la trousse à pharmacie? Le stylo d'adret pour les enfants allergiques. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, après, pour les brûlures, rien de spécial. Alors après, si vous avez des notions de soins, vous pouvez avoir un set à pansement stérile, de la flamazine, qui est la crème qu'on met sur des brûlures. Parce qu'un second degré, tout petit, tu vois, de la taille d'une pièce de monnaie, on va pouvoir se le gérer sans avoir besoin nécessairement d'aller dans un dispensaire ou dans un centre médical. Donc la flamazine peut être quelque chose d'intéressant, mais il faut avoir quelques petites notions de base sur comment on fait un pansement. Tu vois, c'est pas des choses à faire évidentes. Après, c'est la formation, puisqu'il n'y a pas nécessairement besoin d'instruments particuliers pour faire du premier secours. Bon, on peut partir en vacances tranquille maintenant. On sait ce qu'il faut faire. J'espère que je ne vais pas avoir effrayé les gens. Si, sur le moment, quand on t'écoute, nous on se voit, donc à chaque fois que tu dis un truc, je me crispe, je fais des grimaces, tout ça, parce que je me vois vivre ces instants-là avec mes enfants, et évidemment j'ai pas envie, mais j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas forcément, et qui me permettraient sans doute de réagir mieux si ça arrivait, mais ce que j'ai surtout appris, c'est que la consultation avant de partir, elle est nécessaire quand on n'est pas justement suffisamment informé, et qu'il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Tout peut arriver à n'importe quel moment, et il faut se prémunir de tout ça. Moi, je suis convaincue que ça, en fait, dans ma pratique au quotidien, je suis convaincue que plus on donne d'informations aux gens, alors après, il faut savoir la donner avec les bons mots, tu vois, la vulgariser, etc. Mais je crois que plus on informe les gens avec des choses qui sont fiables, pas ce que vous allez trouver à droite à gauche sur Internet, attention, plus vous allez, je pense, permettre aux gens de diminuer leur niveau de stress et d'être donc du coup plus efficaces dans leur action. Alors, quand les gens n'ont pas du tout été informés, tu vois, je repense aux convulsions fébriles dont on avait parlé dans le premier épisode. La plupart des gens qui ont très mal vécu la convulsion fébrile, c'est les gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce que c'était, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui étaient donc convaincus que l'enfant était en train de mourir et qui étaient en panique totale à ne pas savoir quoi faire. Alors que les gens qui ont déjà eu un minimum d'informations, ça change tout quand même. Je ne dis pas que tu vas pas stresser, mais en général, la panique va être plus contenue et va permettre que tu vas pouvoir agir, et agir de façon efficace pour ton enfant. Je crois que l'information, elle sert à ça surtout. Donc en fait, tous les parents voyageurs, à partir de maintenant, partent avec ces 4 épisodes programmés et chargés, exactement. On se met ça dans l'avion pour se mettre dans l'ambiance. Ou juste avant, pour se rappeler 2-3 trucs à faire avant. C'est ça. Et je rappelle qu'il y a le fameux site internet du groupe de pédiatrie Tropicale qui a été vraiment très très bien fait pour avoir plein de conseils pour les parents voyageurs, mais aussi pour les médecins qui recevraient dans leur cabinet des familles voyageuses. Vraiment un site super bien fait pour être guidé dans les conseils à donner. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Bon, si jamais on veut suivre tes aventures, pas de médecin, mais de maman voyageuse qui parcourt le monde à chaque vacances scolaires, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur mon blog, lestisonsontheroad.com, où je raconte nos différents voyages, pays par pays. Je raconte pas mal de choses, les émotions, les sensations, les paysages, etc. Il y a beaucoup de photos, parce que j'adore ça.
Donc, si vous voulez des petits aperçus des différentes destinations, vous pouvez aller voir ça. Et puis, j'ai un petit compte Instagram, Cham Camille la voyageuse, où je publie 2-3 petites choses. Mais c'est vrai que je suis plus portée sur le blog, prendre le temps du récit plutôt que sur l'instantanéité de l'Instagram. Mais ça donne envie d'y aller voir peut-être en tout cas. Ah bah oui, et puis moi qui te suis, quand on commence à lire tes récits, on peut plus s'arrêter en fait. Il faut avoir la suite de l'aventure parce que c'est très très bien écrit. Eh ben, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ça me fait Je plaisir de t'en l'écrire. prie. Je l'écris d'abord pour moi, tu vois. Bon, je me dis toujours, quand je serai dans ma maison à 80 ans et que je n'aurai plus d'avenir, eh ben, je relirai tout ça et ça me fera du bien. Et je l'écris pour mes enfants, qui se souviennent de ça quand ils seront plus grands, et puis je l'écris pour toute personne à qui ça fait plaisir de lire des aventures de voyage, quoi. Eh ben écoute, rendez-vous sur le blog. Et merci beaucoup pour tous ces conseils, ces 4 épisodes spécial Bobo que j'ai adoré écouter parce que c'est surtout toi qui as parlé. Alors dans les conversations c'est toujours toi qui parles et les invités plus que moi, c'est le but. Mais voilà, je trouve que ça valait vraiment le coup de le faire et que ça ait sa place sur un podcast de voyage en famille. Et bah ouais, je crois que la partie santé, c'est quand même une des choses qui inquiète un peu, et donc j'espère que ça, en tout cas, ça aura aidé des familles à se positionner par rapport à leurs inquiétudes sur ça. Qu'elles J'en n'hésitent suis pas, si sûre. elles veulent me poser des petites questions. Je suis pas une pédiatre spécialiste du voyage, alors j'ai de l'expérience, mais tu vois, je suis pas une pédiatre spécialiste du voyage, mais s'il y a des questions avant de partir, elles peuvent me contacter sur Instagram, et je trouverai toujours la réponse auprès de mes collègues plus spécialistes si je ne l'ai pas moi-même. Attends-toi à avoir beaucoup de messages. On verra, on verra. En tout cas, merci beaucoup Camille et à bientôt. À très bientôt. Moi, je me régale d'écouter tes podcasts et d'écouter les autres familles qui voyagent, donc je continue. Merci beaucoup. Salut Stéphanie. Je retrouve à présent Marjorie, d'AVI International, maman globe-trotteuse de 2 petites filles de 4 et 7 ans, qui va nous parler des gros bobos de leurs assurés, mais aussi des voyages à l'étranger de nos grands-enfants. Hello Marjorie! Bonjour Stéphanie. Bon, on se retrouve pour notre dernière capsule sur le sujet des gros bobos. Bon, autant te dire que c'est pas celui que je préfère, parce que je sens qu'on va parler de trucs que j'ai pas du tout envie d'entendre. Mais c'est important quand même qu'on soit au courant. Ouais. Et que, ça peut arriver, donc mieux vaut être averti et comme ça réagir en conséquence. Quel type de gros bobo vous voyez le plus souvent? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on part en voyage, on n'a pas du tout envie de penser aux gros bobos. Mais malheureusement, ils arrivent. Et alors, nous, dans les gros bobos, ce qui est malheureusement assez fréquent, c'est tout ce qui concerne les accidents de bus, les accidents de voiture et aussi l'usage de tout ce qui est quad, jet ski, voilà. Parce que ça, on les utilise, mais derrière, ça fait des gros bobos. On a aussi toutes les maladies entre guillemets des temps modernes et un peu sournoises, que sont des tumeurs, des cancers qui débarquent alors qu'on n'avait pas trop envie, que c'était pas forcément le moment. C'est jamais le moment en C'est vrai. jamais le moment en vrai, mais encore moins en vacances. Et puis après, ceux où on se casse de manière un peu importante, notamment en cas de chute, il y a tout ce qui est le col du fémur, le bassin, parce que ça, c'est vraiment pas drôle. Et voilà, ça, c'est vraiment pas drôle. Et puis après, c'est lequel on pense pas forcément, mais qui arrive aussi beaucoup. Et là, on a une petite anecdote, alors qui au départ est vraiment pas très drôle et a glacé le sang de beaucoup de personnes chez nous, mais qui s'est très bien fini. C'est l'aventure de notre petit Diego qui a 4 ans, qui est parti avec toute sa petite famille en Australie. Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde se baigne, on est dans l'océan et tout va bien, sauf que il y a un petit requin qui est arrivé et il s'est fait croquer. Et ça, c'était pas drôle du tout parce que nous, on nous a appelés voilà, au plateau d'assistance et puis on a eu la prise en charge de cet enfant-là. C'est assez dur parce que c'est un enfant qui a 4 ans, qui se fait mordre au visage. Donc là, on se dit aïe, 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 c'est assez terrible, mais la prise en charge se fait très bien. Voilà, la partie d'hospitalisation, la partie de reconstruction de son visage s'est faite rapidement. Et heureusement qu'ils avaient une assurance parce que tout a été pris en charge. L'accompagnement des parents, l'hospitalisation en tant que telle, derrière aussi les indemnités liées à ce préjudice esthétique, tout ça s'est pris en charge. Et c'est surtout que derrière, l'aventure peut quand même continuer. Voilà, aujourd'hui, c'est une anecdote pour la famille parce que ça s'est très bien reconstruit et que quand on est un enfant, les cellules aussi se régénèrent beaucoup plus vite et derrière, l'histoire se termine bien. Et bon nombre de fois, voilà, les parents nous ont dit, mais Dieu merci que j'avais mon assurance parce que sans ça, déjà sur place,
on ne sait pas comment on aurait géré, parce qu'on a un anglais, mais concrètement, quand on rentre dans un anglais de chirurgie, d'hospitalisation, c'est pas franchement pareil. Et Ouais, et puis puis avec émotionnellement, l'émotion, on y a... Voilà, ouais, exactement. on n'y Avec arrive pas. l'émotion, on n'y arrive pas. Donc on est bien Oh content là d'être là, le épaulé et accompagné. pauvre. Donc c'est Hmm, super important. pauvre chouchou. Mais tout va bien. Diego va Ça me bien. fait penser, tant mieux, et ça c'est quand même le plus important, Oui, mais ça me fait penser, parce que justement émotionnellement ça devait être quand même assez hard, oui. est-ce que on peut demander un soutien Psychologique. psychologique à ce moment-là? Oui, tout à fait. La prise en charge psychologique est faite, elle rentre en ligne de compte, tout à fait. Tout ça démarre par un appel Oui. au plateau d'assistance. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un numéro spécifique? Est-ce qu'on peut le joindre partout, à toute heure? Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que chez nous, donc côté Éveillé International, on a mis en place au mois de mars le wallet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souscrit son assurance, déjà, on a la petite carte sur son wallet qui est identique, vous savez, à la petite carte qu'on a pour prendre son avion, son boarding pass, mais aussi si je réserve mon hôtel et que j'ai pareil ma petite résa, bah là, on a tout pareil. On a mis en place la petite carte assurée qui permet surtout d'avoir à tout moment et même hors connexion les infos liées à son assurance. Donc, j'ai tout de Hmm. suite une info qui est incontournable. Une fois qu'on l'a souscrit, c'est bien, on a fait le premier pas, mais le deuxième, c'est de toujours se souvenir d'avoir le numéro du plateau d'assistance à portée de la main. C'est un numéro qui est unique. Et on sait que des fois on souscrit, il est quelque part, il est dans mes mails. Ah bah ouais, mais j'ai pas le wifi, j'ai pas l'internet. Super. Bah là, l'avantage, c'est que j'ouvre ma petite carte, j'ai l'info qui est tout de suite présente, je clique dessus, j'appelle. Et là, j'ai l'assistance. L'assistance, elle est là 24/24, 7 jours sur 7, et c'est vraiment un numéro unique à appeler, quoi qu'il arrive. Hyper simple. Tu en as parlé tout à l'heure rapidement, du rapatriement notamment. Il y a des démarches particulières à suivre? Toujours. Et ça, s'il y a bien un conseil que je peux donner, c'est celui-là, c'est que quand on doit être rapatrié, alors je vais même revenir avant même de parler de rapatriement, c'est de faire une différence entre un rapatriement médical et ce qu'on appelle chez nous un retour anticipé. C'est deux choses différentes. Je vais bien expliquer pour que ce soit clair pour tout le monde. Je suis partie à l'étranger. J'ai quelque chose qui se passe à mon domicile ou dans mon pays où je vis et je dois rentrer, notamment quelqu'un qui est hospitalisé dans ma famille ou un décès, malheureusement, ça arrive. Je dois rentrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un retour anticipé. Il faut toujours appeler le plateau d'assistance parce que c'est le plateau qui va finalement prendre en charge votre rapatriement. Et ça se fait très rapidement. Et ils vont même le jour même vous renvoyer chez vous pour être au chevet de cette personne et faire ce qu'il y a à faire. Et quand on est sur des longs séjours, en plus, on vous paye l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on vous fait venir en France, mais on vous fait retourner aussi sur votre lieu de séjour. Ça, super important. C'est ce qu'on appelle un retour anticipé. Il y a, à côté de ça, le rapatriement purement médical. Le rapatriement médical, c'est quand on a eu un souci vraiment lié à sa santé, que là, les médecins se mettent en relation entre la France et le pays dans lequel on se situe, et il est décidé conjointement qu'il est nécessaire de vous faire rapatrier. Donc, c'est vraiment les médecins qui vont décider et valider de vous rapatrier selon votre état de santé. Et ça, c'est hyper important de toujours appeler. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est essentiel d'appeler le plateau d'assistance, parce que finalement, c'est eux qui vont faire toutes les démarches pour vous. Et du coup, tout sera pris en charge. Et c'est beaucoup plus simple. Là où on a la petite douche froide, c'est ceux qui disent bah je rentre et puis après j'activerai l'assurance. Bah là, c'est là où malheureusement Ça marche pas. ça marche pas. Donc ouais, c'est vraiment un incontournable d'appeler le plateau pour être rapatrié. Il faut juste se souvenir que plutôt que de s'embêter à faire toutes ces démarches alors que on est forcément dans l'émotion en plus, je fais pas les démarches, j'appelle et les démarches sont faites pour moi. C'est quand même vachement mieux. Exactement. J'ai quelqu'un qui est fait pour moi et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et nous, c'est vrai qu'on le martèle toujours. Le seul réflexe, appeler le plateau. Ils sont là pour vous et ils vont le faire pour vous. Ok. Autre question technique, j'ai mon assurance, il n'y a pas de souci, mais pour une raison X ou Y, j'ai avancé les frais. Comment je fais après pour me faire rembourser? Alors nous, c'est très simple, on le fait en ligne. On se connecte sur son espace assuré. On a un petit bouton qui va bien qui fait demander votre remboursement. On envoie directement sur la plateforme les documents. Donc, c'est quoi les documents? On va nous demander la facture, l'ordonnance, le compte-rendu du médecin. Donc, on met ces Mhm. éléments-là dans notre espace personnel et ces éléments sont envoyés directement à l'équipe de gestion chez nous qui traite sous 72 heures à une semaine maximum vos documents et vous rembourse directement par virement bancaire. C'est très très simple. Les démarches aujourd'hui sont très fluides.
Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut aussi, quand on est en voyage, prendre directement les photos avec son smartphone, des éléments, les envoyer et on n'a pas besoin finalement de retour. Si on a avancé les frais, même si on est encore en séjour, en fait, quand on est dans des longs voyages, on peut finalement se faire rembourser au fil de l'eau les différents frais qu'on aurait pu avancer. Ok, hyper clair. J'ai une dernière question qui est presque un peu perso. J'ai un grand qui normalement devrait faire des études supérieures qui l'emmèneront à l'étranger à partir de l'année prochaine ou l'année d'après en fonction des cursus. Il faut prendre une assurance spéciale pour ça. Ouais, tout à fait, parce qu'on est dans un cadre qui est complètement différent, déjà sur une durée qui est différente, mais aussi une petite chose qui est importante, c'est quand on est parent, on va dire: «Ah c'est bon, il est couvert aussi avec ma carte bancaire». Pas du tout. Déjà, en fonction de son âge, il peut ne plus du tout être assuré avec votre carte bancaire, ça déjà c'est un prérequis. En plus de Mhm. ça, il ne le sera pas au-delà des 90 jours Encore une fois. et en plus de ça, il y a toute une partie de couverture qui est active uniquement si vous payez avec la carte. Sauf que c'est qui a la carte? C'est papa, maman. Donc bon, tout ça, c'est un peu pour schématiser, mais déjà de base, tout ça, faut le savoir. Mais bien C'est sûr. hyper important. Et après, au-delà de ça, quand même, c'est que quand on part en fait à l'étranger étudier, il y a tout un package qui est autour. C'est-à-dire qu'on va étudier, mais on va aussi souvent aller voyager au Bah oui, cours de cette aventure-là. Et tant donc, qu'à faire. au-delà de se dire que bah, déjà, quand je serai en études là-bas, tout ce qui est relatif aux petits bobos, ils seront pris, les soins courants, en fait, seront pris en charge s'il y a quoi que ce soit, une angine, une grippe, enfin voilà, une gastro, quelque chose qui arrive, mais aussi un soin d'urgence, parce que bien souvent, bah voilà, j'ai envie de faire un petit peu des choses qui sont différentes et ou de m'amuser, et bim, je tombe, je me fais mal ou autre. Bah ça, c'est pris en charge. Il y a aussi, nous, tout ce qu'on appelle la responsabilité civile. Parce qu'en fait, quand on est à l'étranger, bah, on va en fait être amené à vivre parfois dans une famille d'accueil ou à louer quelque chose. Et nous, il nous est arrivé, enfin, il arrive en tout cas à ce qu'il y ait des petites choses qui se passent et sur lesquelles c'est pas trop prévu. Du genre une inondation, du genre on dégrade des meubles. Voilà. Tous ces éléments-là. Donc, pour ça, il faut ce qu'on appelle la responsabilité civile et l'assurance, elle est là pour ça. Ok. Et il y a aussi toute la partie des activités sportives parce que souvent, quand on fait ces écoles-là, il y a des activités en fait qui sont un peu plus et qu'on a envie de pratiquer aussi. Je pense au football américain, au soccer ou autre. Et voilà, en fonction des pratiques sportives que l'on fait, eh bien, il faut qu'on soit couvert pour pouvoir le faire et s'amuser en toute tranquillité. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est nécessaire. Et puis, généralement, les écoles ne vous laissent pas partir sans Sans ça. assurance. Sincèrement, voilà, c'est un incontournable aujourd'hui pour que les enfants puissent partir. Et puis que nous, en tant que parents, soyons clairs, on On soit soit hyper rassuré. serein Mais sur bien le sûr. sujet aussi. Donc ça, c'est hyper important. Et si jamais il voulait partir au pair, là aussi c'est encore différent. Ah ouais, là, c'est encore différent. Et en plus, pour les au-pairs, on a une grande différence, c'est-à-dire dans les deux sens. Quand nous, ici en France, si demain, toi, Stéphanie, tu voulais accueillir une au-pair, bah, il faudrait que tu t'assures qu'elle soit bien couverte. Donc, tu pourrais le faire, déjà, d'une part. Et tu assurais du coup ton au-pair à toi pour tous ses frais médicaux, sa partie de bagage aussi. Ça, c'est hyper important à avoir. C'est aussi important pour toi, mais même dans le cas où finalement elle annule son séjour, toi aussi tu auras une indemnité compensatoire. Donc ça, Ok. c'est hyper important déjà de base. Et puis si ton fils, lui, de son côté, se disait, bon allez, moi j'y vais, je veux faire l'aventure d'aller apprendre de l'anglais dans une autre famille, eh bien là, c'est pareil. En fait, ça te permet de t'assurer que lui, il est couvert là-bas, qu'il a toute sa prise en charge qui va bien au niveau médical, au niveau bagage, et même s'il veut voyager, il est aussi couvert quand il va revenir à la maison, dans son pays de résidence, donc chez toi. Si il part et que c'est Noël et qu'il veut revenir, ben, il peut revenir. Il est couvert aussi en France à ce moment-là. Et puis il y a aussi le cas où bon bah voilà, il atterrit dans une famille. Finalement, ça se passe pas bien. Il veut changer de famille. Et ben on a toute cette partie de frais d'hôtel en fait en cas de transfert qui est aussi pris en charge et le remboursement des frais de scolarité en cas de retour anticipé. Parce que si jamais ben en fait l'aventure doit s'arrêter parce que ben ça Ça va peut pas, arriver. bah, ça peut arriver. Il y a aussi ça qui est pris en charge. Donc, c'est bien au-delà, en fait, d'une assurance voyage classique, effectivement. C'est très différent. Ok, super clair. Bon, bah c'était notre dernière capsule. Merci beaucoup. Bah, c'était un grand plaisir. C'était trop bien. On a appris, enfin moi j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
Vous l'avez compris, les bobos de voyage, ça se gère beaucoup plus facilement avec une assurance voyage. Donc rendez-vous sur le site avi-international.com pour trouver l'assurance qui correspond à votre prochain voyage, en famille ou non. Et si, comme moi, vous avez de grands ados qui prendraient bien le large, AVI propose aussi d'autres types d'assurances. L'assurance Planète Études pour commencer. Elle permet de les assurer aussi bien sur leur campus que lors de leur stage en Europe ou à l'international, s'ils veulent partir en Erasmus ou dans le cadre d'un double diplôme. Il y a aussi la formule au pair, s'ils veulent faire cette expérience à l'étranger, ou si vous-même accueillez un ou une au pair. Et enfin, pour les jeunes de moins de 35 ans qui partent à l'étranger dans le cadre d'un visa Working Holiday, AVI propose aussi une assurance spécifique pour une couverture complète. C'est d'ailleurs celle de mon petit frère, actuellement en Océanie. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. Comme d'habitude, la transcription de l'épisode est sur le blog familleetvoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, Galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.